je propose qu'on passe sans interruption aux 3 professeurs étrangers. Alors, le professeur Antonino Troianiello de l'Université de la Polynésie française, vous avez la parole. Comment ? Ok. Bien, bonjour à tous. Je vais tout d'abord remercier Noël Tirard de cette invitation au nom de l'Université de la Polynésie française, évidemment en mon nom personnel. Alors, je dois vous avouer que la perspective de venir ici était un peu une perspective où j'imaginais un peu venir à reculons, n'étant pas un spécialiste des finances publiques. Néanmoins, les propos tenus lors de la journée d'hier m'ont largement rassuré dans la mesure où, visiblement, l'ensemble des solutions permettant le redressement des finances publiques semble connu, seulement qu'effectivement la volonté politique, ce que Mathias Chocha vient de confirmer à l'instant. Alors, l'objectif de ma communication est assez modeste. Hein. Il s'agit simplement de manière très factuelle d'exposer la manière dont la Polynésie française est parvenue en 3 ans et demi à peu près à redresser ses comptes publics. Alors, il faut peut-être avant cela expliquer d'où venait cette crise des finances publiques. Eh bien, essentiellement d'un phénomène assez conjoncturel d'instabilité politique, puisque de 2004 à 2013, la Polynésie française a connu une période d'instabilité institutionnelle. Alors, la Polynésie française a connu une période d'instabilité institutionnelle sans précédent, puisqu'entre mai 2004, date historique de l'accession des indépendantistes au gouvernement, et septembre 2008, 7 présidents se sont succédés à la tête de l'exécutif et 5 motions de censure ou de défiance ont été adoptées par l'Assemblée de la Polynésie française. Alors, cette situation a progressivement conduit le Parlement national à modifier le statut de la Polynésie dans l'espoir d'instaurer de la stabilité, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Au contraire, ça a provoqué une division du camp autonomiste qui a débuté en 2007 et avec laquelle a démarré une nouvelle phase d'instabilité institutionnelle qui va durer pendant 5 ans. Alors, donnant lieu à tout un tas de combinaisons politiques, on a tout expérimenté, les indépendantistes seuls, les indépendantistes plus les autonomistes, je dirais, autonomistes dissidents, etc., etc. Ce n'est qu'avec la réunification du camp autonomiste, en 2013, et la large victoire du camp autonomiste en 2013, eh bien la stabilité, les conditions du retour à la stabilité ont été restaurées. Cela étant, cette nouvelle majorité a dû faire face aux conséquences, aux effets délétères de 10 ans d'instabilité institutionnelle, avec un taux de chômage qui avait doublé en passant de 11,7 à 21,8% entre 2007 et 2012, un solde migratoire devenu déficitaire très largement, une forte inertie des dépenses de fonctionnement dans un contexte où les recettes fiscales avaient baissé de près de 18% entre 2008 et 2013. Sans compter effectivement un endettement qui était passé de 65 à 90 milliards de 2004 à 2012. Donc on était dans une situation où les finances publiques étaient fortement dégradées à tel point que à l'automne 2009, l'État a dépêché une mission d'assistance, comme l'a rappelé Mathias Chocha, présidée par Anne Bollier, inspectrice générale des finances. Alors cette mission aboutit à un rapport extrêmement classique, même un peu convenu d'une certaine manière. On dit, voilà, la Polynésie française dépense trop, vit au-dessus de ses moyens, etc., etc. Il existe des marges de manœuvre néanmoins, que sont très classiquement la baisse des dépenses publiques, notamment de fonctionnement, et
une réforme fiscale. Alors, en dépit du bien fondé d'un certain nombre d'observations du rapport Bollier, eh bien, la classe politique s'est largement détournée de ce rapport, notamment parce qu'il préconisait avec trop d'insistance l'introduction de l'impôt sur le revenu. Et effectivement, en plus, le fait qu'on préconise des solutions des options qui ne fonctionnent pas nécessairement en France métropolitaine, qu'on préconise leur extension en Polynésie française, a été mal vécu. Par ailleurs, la rudesse des pistes préconisées, notamment en matière de réduction de la masse salariale de la Polynésie française, était absolument impossible à mettre en œuvre pour la majorité indépendantiste, qui ne disposait pas donc d'une majorité très très stable, même une majorité totalement instable en fait. Donc les recettes fiscales ont baissé, donc je disais, de 18% entre 2008 et 2013, aboutissant à une perte fiscale sur cette période estimée à environ 60 milliards. Donc on a une dégradation très très forte, à tel point que pour la première fois, le budget primitif de la Polynésie française en 2013 n'a pas été réellement adopté en équilibre. L'artifice utilisé, un certain nombre d'artifices ont été utilisés pour donner de l'illusion de l'équilibre budgétaire, mais le gouvernement en était réduit en fait à essayer d'obtenir un emprunt auprès de la CPS, qui est l'équivalent polynésien de la CAFAT, pour vous donner un peu un ordre d'idée de la situation. L'arrivée au pouvoir d'une majorité donc stable à partir de mai 2013 a permis d'enrayer cette spirale un peu mortifère, et dès sa prise de fonction, le vice-président et ministre en charge des Finances, Nuihau Laurey, a engagé un effort très important d'assainissement des comptes publics en adoptant un collectif budgétaire très rapidement et en mettant en place directement une réforme fiscale. Alors, cette réforme fiscale s'est appuyée sur la mise en place de 2 fonds spéciaux, ciblant très très précisément deux objectifs. D'abord, le Fonds d'investissement et de garantie de la dette, le FIGD, et le Fonds d'accès à l'emploi et de lutte contre la pauvreté, le FELP. Alors, la communication que je fais actuellement, elle va se borner simplement à décrire les réformes qui ont été mises en place durant ces presque 4 années et qui ont quand même permis d'obtenir des résultats assez remarquables. Alors, tout d'abord, je vais aborder cette réforme sous le premier axe, qui est la maîtrise des dépenses publiques et la réforme de la fiscalité. Et ensuite, le deuxième point qui a permis ce redressement des finances publiques, c'est la restauration de la crédibilité financière du pays. Alors tout d'abord, la maîtrise des dépenses publiques et de la réforme de la fiscalité. Alors ces deux points, ces deux axes, ces deux volets de l'action publique ont été mis en œuvre dès sa prise de fonction par le gouvernement. Et en particulier, la réforme fiscale a permis assez rapidement de retrouver des marges de manœuvre assez confortables. Le gouvernement s'est ensuite appuyé sur la réforme fiscale. Alors tout d'abord, la maîtrise des dépenses publiques. Là, il faut bien reconnaître que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures symboliques, la diminution de la rémunération des ministres ou des représentants à l'Assemblée. Enfin, tout ça était relativement cosmétique. Réduire un peu les voitures de fonction. Toutes ces mesures, mine de rien, ont quand même permis d'économiser 810 millions dès 2014 et également en gelant quelques postes dans la fonction publique. La principale mesure de réduction des dépenses publiques qui était pourtant envisagée, qui était décrite par le rapport Bollier, qui était de réduire la réduction des effectifs de la fonction publique, cette principale mesure a été laissée de côté. Elle aurait permis pourtant d'économiser plus de 5 milliards de francs. Alors voilà, très simplement, ce qu'on peut dire, c'est que pour que les choses soient très très claires, c'est que la maîtrise des dépenses publiques n'a pas du tout été la voie utilisée par le gouvernement pour redresser les comptes publics. Donc c'est une piste qui n'a pas vraiment été mise en œuvre. D'ailleurs, 8 ans plus tard, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les effectifs de la masse salariale de la police française sont
publics sont toujours les mêmes et c'est le coût pour le budget est stabilisé mais n'a pas décru. En revanche, un effort très très important a été fait sur la réforme de la fiscalité. Je pense que c'est là le point vraiment essentiel. La fiscalité polynésienne se caractérise par une très forte proportion de la fiscalité indirecte. 72% des recettes fiscales en moyenne provenaient, entre 2010 et 2015, proviennent de la fiscalité indirecte, et une fiscalité indirecte qui porte essentiellement sur les entreprises et pas sur les ménages. Donc on a un impôt sur les sociétés, un impôt sur les transactions et une CST qui est un impôt à vocation sociale. La réforme fiscale, et ça c'est important de le signaler, la réforme fiscale entreprise dès 2013 n'a pas du tout modifié l'ordre des choses. Donc les grandes masses fiscalité directe, fiscalité indirecte n'ont pas bougé. Simplement, le gouvernement a augmenté les taux en étant très attentif à la manière dont on allait cibler, je dirais, l'effort de redressement fiscal. Alors, il y a eu en particulier une augmentation du taux de la TVA, du taux intermédiaire de la TVA, qui touche essentiellement les professions libérales, de 10 à 13%, mais qui a quand même permis d'encaisser immédiatement 2,5 milliards de francs pacifiques. Et ensuite, vous avez la fiscalité qui s'est concentrée sur on va dire, sur les gros comptes. Donc, le gouvernement a ciblé très clairement les banques, la grande distribution, les activités d'assurance, enfin bref, ceux qui avaient des marges contributives importantes. Alors, voilà, donc c'est quand même une fiscalité, une augmentation de la fiscalité quand même assez ciblée, qui a quand même épargné les ménages les plus modestes. Au contraire, effectivement, et ça rejoint un peu l'objet, effectivement, les succès, les conditions d'une réforme qui puisse fonctionner, décrite à l'instant par Mathias Chauchat, il y a eu un aspect moral dans la réforme, puisque, au contraire, le taux de l'impôt sur les sociétés a baissé, et en particulier en faveur des PME-TPE. Le taux de la CST, de la contribution sociale territoriale, a augmenté sur la tranche intermédiaire. Et la réforme de la fiscalité a répondu en fait à une urgence sociale par une affectation de ressources supplémentaires allouées au FELP, donc au fonds spécial dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez également des contributions supplémentaires qui ont été créées à ce moment-là, donc une taxe spéciale sur les grandes surfaces, une augmentation, une majoration additionnelle de solidarité sur la contribution spéciale à l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez effectivement une fiscalité, je dirais, à connotation sociale qui qui a été mise en œuvre. Cela a permis, cet effort fiscal, cette réforme fiscale, qui, vous voyez, est quand même assez ciblée, a permis de restaurer la crédibilité financière du pays. Cette restauration de la crédibilité financière du pays s'est déclinée en fait sur deux plans. Au plan interne, avec des efforts consentis afin de permettre, je dirais, un retour à la sincérité des comptes publics, et au plan externe, vis-à-vis en fait des acteurs extérieurs, donc des agences de notation et des bailleurs de fonds du pays. Comment concrètement les choses se sont déroulées? Eh bien, dès 2013, le gouvernement a créé ce fonds, un fonds spécial, donc, qui a été au départ alimenté par une dotation prélevée sur un établissement public dont vous avez la réplique ici en Nouvelle-Calédonie, qui est l'OPT, l'Office des Postes et Télécommunications. Donc on a piqué 4 milliards dans les caisses de l'OPT pour ce fonds, alimenter ce fonds spécial, et ensuite on a affecté un certain nombre de taxes. Et ce fonds était, comme je le disais tout à l'heure, le fonds dédié en fait à la restauration, à la résorption de l'endettement. L'État est venu au secours de la Polynésie à ce moment-là, en consentant, fin 2013, une avance de trésorerie de 5 milliards de francs pacifiques. C'est pas énorme, mais à cette époque, ça a compté énormément dans le processus de redressement des comptes publics, parce que le retour de l'État, en fait, a provoqué dans la foulée le retour de l'Agence française de développement, de la Caisse de dépôt et consignation, bref, des bailleurs institutionnels du pays qui avaient très clairement tourné le dos au pays depuis les années d'instabilité. Donc voilà, ce processus assez simple, en fait, a permis, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui a été fait, mais ça a été fait parce que, effectivement, les pouvoirs publics étaient acculés. Ce processus a permis une trajectoire de retour
à la sincérité budgétaire, qui en fait a permis une restauration de la capacité d'autofinancement du pays. Et finalement, la réforme fiscale a produit des résultats très très positifs, comme le montre le tableau. J'espère que c'est assez clair. Malheureusement pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que eh bien, à partir de 2014, vous voyez, bien, on a un rendement de l'impôt qui cesse de baisser et qui progresse. Donc, on avait perdu entre 2009 et 2013 18% je dirais, du rendement de l'impôt. Et à partir de 2014, eh bien, on a 1% la première année en 2014, ensuite 4,5, 4,7, et cette année, on a un impôt essentiellement dû à la TVA en redressement de presque 7%. Donc les recettes fiscales de la pays française ont progressé à nouveau, donc pour s'établir à 90 milliards de francs, ce qui est quand même, on peut dire, une restauration des finances publiques. Donc vous voyez, au cœur de cette restauration des finances publiques, il y a ce fonds spécial qui a été créé, le FIGD, qui, alimenté d'abord par une dotation de l'OPT, conforté par un prêt, une avance en trésorerie de l'État, et ensuite dopé par la réforme fiscale et notamment l'augmentation du taux de TVA, a permis de restaurer en fait, je dirais, des rentrées fiscales normales et de restaurer un climat de confiance entre le pays, l'État et les différents partenaires financiers. Tous ces signaux positifs, en fait, ont permis de ramener la confiance, et à tel point que eh bien, les agences de notation ont également relevé la note de la pays française, qui a permis effectivement d'obtenir un accès au crédit dans de meilleures conditions, et de renégocier ensemble l'ensemble des crédits en cours. Donc également, à partir depuis quelques mois, outre la Caisse des dépôts qui est revenue donc au guichet du pays, il y a également un protocole d'accord qui a été signé, permettant l'adhésion de la police française à l'agence France locale pour le financement à long terme, je dirais, des investissements publics. Alors pour conclure, que vous dire? Eh bien, que le retour à la stabilité institutionnelle a été la condition sine qua non d'une réforme fiscale. Les pouvoirs publics ont entrepris cet effort d'assainissement des comptes publics uniquement parce qu'ils ont été acculés à le faire. Ils n'ont pas fait de leur plein gré, etc. Donc c'est vraiment lorsque les conditions sont devenues extrêmes que, eh bien, ils sont mis immédiatement en place cette réforme fiscale. Le compte d'exécution du budget 2016 montre des chiffres qui sont quand même assez encourageants, puisque on a un doublement du résultat net par rapport à 2015 de 3,13 à 6,5 milliards d'euros. On a un triplement depuis 2014 de l'épargne brute sur 3 exercices, et cette amélioration de l'épargne nette a permis de maintenir un niveau soutenu de dépenses d'investissement tout en permettant de poursuivre le désendettement du pays. Donc l'encours de la dette, qui reste important malgré tout, eh bien, tend à diminuer. Alors si on doit porter un jugement, cette fois-ci très très global, sur cette réforme qui a quand même réussi, de redressement des comptes du pays, eh bien on s'aperçoit que pour l'essentiel, cette réforme, elle est due à une réforme fiscale qui a évité, je ne me rappelle plus la fameuse loi de Juncker, puisqu'on n'a pas traumatisé en fait les contribuables. On a effectivement monté le taux de TVA intermédiaire qui ne concerne pas la masse des personnes, mais qui est le plus rentable. Et par ailleurs, on a ciblé les grands comptes, où il y avait beaucoup de gras en fait. Donc en fait, on n'a pas bouleversé les grands équilibres, les habitudes, même si elles sont très mauvaises, peu importe, c'est pas la question. On n'a pas bouleversé les habitudes, et c'est pour ça que cette réforme a fonctionné. On aurait voulu faire certainement, comme préconisait Mme Bollier, introduire l'impôt sur le revenu et des choses dans ce genre-là. Eh bien, ça aurait été certainement un échec complet. Et très vraisemblablement, moi je suis certain que le processus n'aurait pas pu fonctionner. Donc en fait,
On peut reprocher à cette réforme, par contre, de manquer de courage sur le front, par exemple, de la réduction de la dépense publique. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'efforts particuliers. On n'a pas profondément changé les structures du fonctionnement public de la police française, de l'administration, etc. En fait, rien n'a changé réellement. Simplement, on a mieux géré les rentrées fiscales et restauré la crédibilité avec les bailleurs de fonds du pays. Voilà, donc en fait, on a rebranché adroitement la perfusion et ajusté habilement le débit. Après tout, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que vous pourriez, si votre situation le permet, et peut-être est-ce le cas, vous inspirer de ce que je crois d'être un succès. Voilà. Donc un petit peu d'optimisme après cette matinée ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Troyaniel, pour cette analyse concrète, précise et puis positive, et puis positive et aussi surtout dans les temps en plus. Alors maintenant, nous allons passer à l'anglais. Donc, je vous rappelle que vous avez des casques, c'est ça, disponibles. Sauf si vous voulez écouter en anglais. alors, pas besoin de casque. Donc, je donne maintenant la parole au professeur Miranda Stewart, professeur de droit à l'Australian National University de Canberra. Elle va nous parler de la gestion des finances publiques en Australie, efficace, inefficace ou bricolage inutile. Ok, bonjour et merci de m'avoir invité à l'Université de Nouvelle-Calédonie et merci à Monsieur Manuel Tirard. Je voulais vous donner la tout vite des finances publiques en Australie et je parle en anglais maintenant. Okay, so I'm going to cover a quick tour of the Australian public finances. Then, do we have a crisis or no crisis? Some things about the budget framework, debt and deficit in Australia, taxes and spending structure, and then do we have a problem at all or is it no worries? Do we have a spending problem or a tax problem? Okay, so I'm going to present very briefly the tax structure in Australia. Most of the taxes are in the central government level. The most important tax you can see on the slide is income tax, individual income tax, company income tax. The second most important is the sales tax, GST, like the VAT in France, and tobacco, alcohol, and so on. But income tax is by far the most important for individuals. Australia does not really have social security taxes. We just have the income tax on wages. It's the most important thing. So what do we spend it on? Well, the blue is social security, cash payments, welfare payments. So most of the income tax revenue is spent on social security. Unemployment, old age pension, disability, family payments. The rest of it is mostly education and health. Yeah. So these three, we give, the central government pays quite a lot of money to the state governments. It's a federation. We pay, you can see here, about half of the state budgets is from the central government level.
the state governments spend most of the money on health and education. Yeah. So the three big functions of government: social security, health, education. Small defense, small roads. Okay. So does Australia have a crisis, fiscal crisis? Usually the answer is no. Australia is famous for being very successful after the global financial crisis. The global financial crisis in 2007, 2008. In Australia, we did not have a recession. The revenues dipped a little bit, but we didn't have a crisis. But there are consequences. So now 10 years later, we have some consequences from the global financial crisis. We are still not left the consequences of the crisis. And perhaps now we are going into stagnation, closer to recession. Yeah. So we have more than a decade of fiscal deficit, and still into the future, more fiscal deficit. The debt is quite low. Government debt is quite low, but growing. We keep a very good credit rating, AAA credit rating for the government, but the banks, private banks, the banks were downgraded one notch by Moody's this year, right? AA3 for their long-term housing because of the risk of private debt in Australia. Household debt is very high. We have economic growth is continuing, but it's flat, stagnating. It's low. Wages are not growing. Wages are flat. And we have underemployment. Unemployment is low relative to France or many other countries. Quite low unemployment, 5 or 6% of total. But underemployment, people have fewer hours than they want. Underemployment is growing. So we're not sure if we have a crisis or not, yeah? But we have some consequences. So 10 years ago, or a little more, 2006, we had zero government debt in 2006. Actually, the treasurer, he was deciding, should we stop the bond market? Stop the government bond market. We decided to keep it for liquidity reasons, and now we have growing government debt, growing every year quite rapidly. But it's still quite low compared to the other countries. So I'm going to jump to another slide, 17. Oh, sorry, it didn't work. So Australian government debt compared to other OECD countries, we are the red bar. So we have relatively low debt. The highest one, you will hear from Professor Takeshi at the end. They are the winners. Et la France? France is quite high also, and I didn't mark it. Okay. What about the deficit? The annual deficit? So we have a deficit in 2002, it's one slide before, sorry. We had zero deficit, right? So now we have a deficit, the dark red line. The green is France, the blue is Japan. Okay, so I guess the question is, does it matter? Does it matter if we have a deficit or debt?
So if I go forward, I can give you the long history of the Australian Federation since 1901. It's slide 18. Sorry, it's very small. From the beginning, 1901 to 2010, 100 years. The red is the deficits. The green is the surplus. You can see mostly we have a deficit. The bottom is the debt, government debt. World War II, of course, is very high debt, very high deficit. You can see we got rid of the debt after World War II, but we stayed in a deficit because the economy is growing. So we grew our way out of the debt. Yeah. So this is the central government. I don't know how other countries would compare, but the long history is quite interesting. Yeah. So I'm going to go to slide 20. Okay, no, wrong one. Okay, so the budget framework, a couple of things. We have all the budget papers are published. Actually, they are becoming less informative over time. We have less information in the budget papers now than you used to have. But it's all published on the web. We don't have any fiscal rules, no set rules. We only have a flexible fiscal policy. Okay, so it's a transparency and prudence over a 4-year, over the business cycle, right? The 4 years forward. We also have an independent parliamentary budget office. It's a new institution. They do costings, they support the parliament. It's quite interesting. It's not the executive, it's the parliament. Okay. So the main rules, I'm going to jump a little forward. We have regular reporting and transparency and the medium-term expenditure framework, 4-year expenditure framework. I think this originated in New Zealand, actually, and Australia, and now the OECD uses this framework quite a lot. And we still use a cash balance, cash reporting, but now we have introduced net operating balances, an accrual measure of the fiscal balance. Okay, so does this transparent, flexible system help manage the crisis? I think it does. We have a medium-term strategy with a goal of fiscal surplus. However, so far, we didn't succeed. In fact, we have predicted a path to surplus. This is from the last decade, 2006, the next 4 years in the future. But we never meet this goal so far. So I can show you, if I jump to the next slide. This one, these are the forecast surpluses, each budget. 2011, we predict surplus. 2012, we predict surplus. 13, 14, it's the same every year. We never meet it. So it's a problem with the forecasting, right? The revenue forecasting. The assumptions are wrong. The assumptions are too optimistic. The economic growth assumption and the wages assumption, these support the revenue. They are too optimistic.
So moving to the next slide, I think that the deficit is not a problem for Australia. It's actually a good strategy. It helped manage the economy to go into deficit. The OECD has assessed, the latest assessment for Australia, that unemployment could have been 4% higher if we didn't have the fiscal expenditure, the public expenditure. So the goal really for fiscal policy, I think, is to help the economy grow. The revenues will follow the growth, in Australia anyway. The tax structure is dependent on the size of the economy. So there is something I wanted to show, if I can find it. No, I can't find it. Excuse me. So if the forecasts are too optimistic, here we are. My translators can forgive me, I'm going to jump to 48. I have lots of charts. I keep going. So tax revenues track GDP. Exactly. This is a chart plotting the size of the economy against the tax revenue. It's a direct relationship, yeah? Because the income tax follows, company income tax follows the commodity prices, and the personal income tax follows the wages. Okay, so the goal is to grow the economy. So I'll spend a little bit of time now on spending and taxes in my last few minutes. Okay, so first we have this fiscal deficit. Do we have a spending problem? So we are jumping backwards now to number 34. In 2014, the government did a horror budget, very unpopular, with winners and losers, mostly losers. Okay, nobody wanted this budget, and the government could not pass it, actually. They wanted to do lots of savings. They could not pass it. They did not control. This is the upper house, the Senate. The blue is the government seats. Red is the opposition and the independents. They do not control the upper house, so they cannot pass the budget. So our expenditure system is so efficient that if we try to cut it at all, it directly affects lots of people. Yeah. And it will increase inequality directly. So I want to just compare the expenditure a little bit between Australia and some other OECD countries. I'm going to jump to, oh, I've lost one. We're missing a slide. Anyway, so Australia has always had much lower cash benefits than other countries in Europe and elsewhere. So the green is the OECD average cash benefits, welfare benefits. The blue is Australia. It's much lower over the last 30 years. So we heard yesterday, Professor Tirade is talking about les États-Unis, the US or France, l'un de l'autre. So Australia is a bit different, more like the US than Europe, but still it's a little bit different. We have very targeted cash benefits out of consolidated revenue. Here we are. So Australia is one of the lowest in the OECD for cash benefits. We are the red line. France is near the top, yeah, on the left side, à gauche.
And health and services, we are higher up. So we spend more on health and services, but cash benefits much less than other countries. And the main reason, this is the social spending again. Australia is near the bottom of the OECD. France is near the top. The main reason, the cheapest program we have is the next slide, the low age pension. So we do not have entitlement basis for the age pension. We have a payment out of consolidated revenue. It's public age pension, means tested on a need basis. So it's quite cheap relative to other countries. And people have private saving, private retirement saving. Okay. So we don't really have a spending problem in Australia. Maybe a little bit. Of course, you could always be more efficient, but really we don't have a spending problem. So my last main point, do we have a revenue problem, tax problem to fix the fiscal deficit? Do we have a tax problem? And my conclusion is yes, we have a tax problem. We do not raise quite enough revenue for the future in Australia. But we also need to encourage growth because the revenue depends directly on the economic growth. We have had some attempts at tax reform, a few attempts in the last 5 years or 10 years. I'm going to just jump forward a little. 2009, we had a big review. Then we had a reform in 2012. We had a carbon tax, carbon emissions tax. The next government repealed the tax. It's so unpopular. We tried again in 2015 and it went nowhere. So we do not have the political will to do the tax reform. But I think that we need to strengthen the tax base. The most important thing, we need to broaden the base of the income tax. We have too many exemptions, dépenses fiscales, tax expenditures, yeah, like you said yesterday. In the income tax, especially for savings, low tax for retirement saving especially is very generous. And we also need to strengthen the GST, the sales tax. It only taxes about half the consumption base is taxed. The rest is exempt. I'm nearly finished. Okay. So my conclusion then, before I jump away, Australia does not have a fiscal crisis. Right, we were successful in responding to the global financial crisis, but there is a tail, right? There are long consequences of managing the crisis, which are still going on and perhaps getting worse. And so we need to raise revenue in the longer term, make the tax system more stable, a little bit stronger, maybe 2 or 3% of GDP more in revenue. For the future. Et c'est tout. Merci de voir. Merci beaucoup, professeur Miranda Stewart, pour cette présentation que j'ai trouvée très très intéressante. Je pense que le système australien semble un exemple de sustainability. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Bon, nous allons maintenant passer au Japon. Comme Miranda nous a montré, nous sommes les champions du monde de la dette. Mais vous allez voir pourquoi malgré cela, on n'a pas l'air tellement inquiet. Enfin, peut-être que Takeshi est plus inquiet que moi. Nous allons voir. No, I mean the font is not really nicely fit, so I will just have the PDF. So can I open?
Difficult to translate. It's Chris Oakley. Okay. All right. Can you extend it? Okay, look, good. Oof. Let's see. Okay. You're On time, right? Okay. Thank you, Yuki-san. And bonjour à tous. Je vous remercie de votre invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette colloque et de présenter la perspective japonaise sur la crise des finances publiques. Alors, now let me switch to English. Right. All right. So in this presentation, I will do two things. Here, voila. First, I will give you a quick overview of the current situation of public finance in Japan and several causes for what we have. Well, actually, Professor Miranda Stewart already gave us a very nice introduction, and you see the reason why I'm here. So now, after listening to the story of the best model student in the classroom, now it's your time to listen to the worst student, say, in the classroom of so-called public finance discipline. So one question which I'd like to address is whether you call it a crisis or not. As I will explain, it is a puzzling cohabitation of the astonishing high level of public debt outstanding there and the surprisingly quiet and smooth market of Japanese sovereign borrowing. That's what we have right now. Therefore, secondly, I will discuss this puzzle and examine how Japan is dealing with its public finance crisis. Normally, you'd think the way to deal with the public finance crisis or the problem is to raise more tax revenue and control the expenditure. But Japan is, let's say, taking the third way, reliance on the central bank's monetary policy, whether it is what you may call as dealing with the crisis or not. C'est la question. And first, some statistics. How is the situation in Japan, Japanese public finance? Oh, you don't need much words here. Terrible. Way terrible. And that is the reason why I'm here. I understand why I'm invited to this nice conference in nice New Caledonia Island. And you can see from there, there's a persistent gap between the tax revenue and the total expenditure in the general account of the budget. And you see we are running massive deficit annually, around 30 to 40 trillion yen, or which is equivalent to the 300 billion euros per year, every year. Or to put it simple, every year we have budget, 1/3 of the whose revenue is coming from borrowing, right? Incredible. Naturally, that outstanding public debts keep growing, reaching almost 900 trillion yen, or above 150% of GDP. Wow. Right? Besides, don't forget to account the debts by local governments and other miscellaneous borrowings by the central government. That total put us on the top of the ranking of the outstanding debts per GDP ratio among the developed countries. And the sovereign debt rating clearly shows this. Look at the stark contrast between the Australia, although that data is not yet updated. So as Miranda said, now the Moody's downgraded just one notch. Well, way much look handsome compared to us. And then now France is in the middle, which is still not too bad from us. Now, okay, let us turn to the causes. Why? What brought this terrible situation? Here you can point to major causes directly contributing
to the debt accumulation, namely the steady growth of Social Security expenditures, as well as many tax cuts mainly motivated by, to ameliorate the economic downturns which we have been suffering for the last 2 decades. Let us look those causes one by one. Firstly, political failure to reform our tax system. Japanese tax system at national level relies heavily on income taxation on corporations and individuals. The problem with the former corporate income tax is its revenue instability. It raises handsome revenue when the economy is good, but declines deeply and sharply in the economic depression, which has been mostly the case in Japan for the last, say, 3 decades. An individual income tax system has been encroached by a number of tax loopholes and tax cuts to reduce the burden on the middle class and to incentivize the rich to invest more. Whatever the reasons are, as you know, tax cut always sounds good politically, if not economically. And the big political issue for our tax policy debate for the last 40 years is whether and how to introduce and raise value-added tax, or TVA. It is believed to be economically sensible and decently equitable tax, especially in the time of aging society where the rich retired people don't earn much and spend. Income tax cannot reach those retired people, but the value-added tax can. But our history of VAT raising is the history of repeated political setbacks for the leaders who dared to persuade people to accept the burden. I am not going into the details, sorry about that, but after 40 years, after the many of the attempts, we haven't yet reached 10% of TVA yet. We have only 8% of the VAT, right? And another dimension is the increasing expenditure to Social Security. As Yuki Sekine kindly explained in this morning, a series of measures and reforms have been done in this field to control the expenditures. So I don't say there's nothing has been done. There's a tons of things have been done, but the aging outpaces those efforts. And I will skip these slides, but just let me give you a very quick comment. The weight of the tax revenue and the borrowing assumed by general account is increasing against the portion of Social Security contributions, which is directly credited to the Social Security special accounts. And we haven't accounted yet the accrued cost of the debts as debts from the future Social Security commitment, especially the pensions. So the real balance, real picture of our budget health is even worse. This should be even worse. Now, let us turn to the second part, the puzzle. Economists theoretically says that the current level of outstanding public debts of Japan and its fiscal gap forecast have already surpassed the level in which we will remain solvent in debt servicing. Ooh. But why this happen? Why this happens? After all, okay, why? Yes. After all, no matter how overwhelmingly the outstanding public debt is, as long as the government can make a new borrowing from someone, it never defaults its debt. But who lends the money to such an undisciplined debtor? Historically speaking, domestic households and business firms have financed the government. We had very high household saving ratio thanks to the then young population. You see the yellow dotted line. And the private business firms increasingly buys government debt for the last 10 years, either indirectly through their banking deposit. And the reason is they didn't have the good investment opportunity, better investment opportunity than just purchasing the government bond, which is also pathetic. But that is the case under the stagnant deflation economy of Japan. Besides, there have been strong home bias, so-called,
meaning that Japanese households and businesses wanted to invest money within Japan. That is partly because of some psychology and partly because of some economic sense, which is the strong yen. Historically speaking, the Japanese yen has been appreciated against the US dollar constantly, meaning that you will lose money if you invest abroad in terms of Japanese yen amount, which is obviously the household and the business firm, domestic business firm eventually cares. But it won't last forever, especially under the aging society. As you can see, the yellow dotted line going downwards, the household saving ratio is now declining and even going the negative, meaning that now they are de-investing, just picking money from the banking deposit to sustain their life. And that is naturally another consequences of the aging population, aging society. And also, just one caveat is that as Japan used to be a big exporter of investment, industrial products like China right now. It is not anymore, as that is because many of the manufacturing firms, Japanese firms, shift its producing capacity, factories and business centers to foreign subsidiaries. Hence, the income balance, comprising mainly interest and dividends from foreign subsidiaries to the head office in Tokyo, are now growing. Oh, it looks good, but then the question is whether those Japanese firms will continue to bring those foreign profits back to Japan to finance the government debt. That there's no guarantee. So now, then the Abenomics came in 2013 and keep going now. Its target is to lift the economy from deflation trap under which the population's expectation of future price decline discourages active investment, hence lower the GDP. The signature policy of Abenomics is the unorthodox monetary policy taken by Bank of Japan. It's our central bank. The Prime Minister Abe appointed a new governor of BOJ, Haruhiko Kuroda, who is in close coordination with Abe to pursue so-called quantitative and qualitative monetary easing to pull the economy back from the deflation trap. So they believe that deflation, which has been lingering around Japan for the last 3 decades, is a monetary phenomenon rather than the consequence of economic fundamentals. So they believe that they put more money in the market, then the price should go up. And the key of the BOJ, Bank of Japan policy is now to keep the purchasing JGB, Japan government bond, from capital market, mostly from banks, until they achieve the price stability target of 2% inflation. So getting out of the deflation, we put the money endlessly. And now, what we have now is this chart, which is actually the highlight of my presentation. Sorry that it's not big enough, but this is telling that how much of the outstanding Japanese government bond is held by whom. And you see this pie, this part of the circle is representing the share of the BOJ, central bank. So now it's 40%, or 400 trillion yen. Its share as well as amount have got quadruplicated, became 4 times in 4 years. And this explains why we have such a low interest rate down here, you see, over here, right? We have around 1.something% of interest rate, which helps the government funding so much. Right. So one must ask whether it is okay or not that central bank has that much portion. An orthodox view, the mainstream view among the economists say, well, which I subscribe to, they claim that the central bank's financing government deficit, technically called monetization, will dull fiscal discipline
and end up with hyperinflation. That's a disaster. Actually, Public Finance Act Article 5 clearly prohibits the government from having BOJ to accept government debt directly. Then the question is, how about BOJ's purchasing JGB, Japanese government bond, from the market for the purpose of monetary policy, which is conducted in a close cooperation with the government fiscal and economic policy, but at least in theory done, not for the purpose to assist government financing, but to increase money supply? This is a legal question. And there is an unorthodox view offered by some economists saying, as long as the deflation economy persists, no reason to worry about the BOJ's holding. Once the price starts picking up, going up, then we quit the policy to go back to the normal course. Can we? I don't know. But seemingly, this latter view, unorthodox view, is the one which is guiding the incumbent government policy. At least this is what Prime Minister Abe's policy consultant says openly to the media. So this is Japan's way to deal with the public finance crisis. How do you think of that? Oh, not there. Here. Is it an ingenious way to wipe out the problem, the crisis? Or I am quite skeptical. It looks like to me to turning off the fire alarm because you don't like it. Here, fire alarm is a metaphor of the interest rate in capital market, telling you that your debt level is just too much. In short, I would say we are not dealing with the crisis, but ignoring it. But here, a reasonable mind, reasonable people would disagree on this. Of course, we haven't arrived here without attempting any orthodox responses to control the public finance crisis, which was theoretically anticipated to come due to the aging society at latest in 1970s. So we had time. So we have been saying that unless we do something now, we will have a crisis. So we tried, but we didn't succeed. And we didn't have a crisis yet. Or are we already in a crisis? As I'm running up my time, I will skip these two slides, this one and that one, which basically explain the previous reform efforts didn't succeed. And what we have now is here. So the present government, Abe cabinet, is clearly taking the position of no economic growth, no fiscal consolidation. But you could ask, how much is actually the output gap and the potential growth rate of Japan, which justifies the policy stimulus to pull the economy back to the normal? To address this question, you need a reliable macroeconomic estimation, particularly the one politically neutral. Otherwise, the government can always say, oh, don't worry, this tax cut will boost our economy in 3 years, and then they increase the tax revenue without raising tax rate. So we have the both economy and healthy public finance. But as Miranda explained, the forecast is such an unreliable thing. And especially in Japan, we don't have the independent fiscal institution, which is recommended by the OECD and IMF. And also worrisome to me, or to delight to some other people, is the current government inserted its fiscal consolidation target, which was introduced in just a month ago, the goal of reducing public debt to GDP ratio in addition to the previous target of recovering primary balance. Please notice that this new target, the public debt per GDP ratio, has a tricky feature. You can achieve this goal by two ways. One is obviously spending cut and tax raise, keep the budget discipline, while the latter is by the other way is by mild level of inflation, as higher interest rate will reduce the present value of outstanding public debts, while the nominal size of GDP inflates as price goes up. It doesn't mean that our people's living standard goes up, but simply as a trick of the number, it will make our budget crisis better. So you can see this and you can see this is quite consistent with Abenomics' unorthodox monetary policy. But I'd like to ask, is this a sound way
to deal with the public debt problem? And will there not be a risk of turning this into a real crisis? Here's the last slide. So let me conclude quickly. I began with the question, how Japan has been dealing with the public finance crisis. Several comments could be made. Political and economic past dependence matters, of course, but and also the spending cut and tax increase. This is a major part of our talk about the budget discipline, but they do not always convey the entire story. Certainly, the prospect of the economic growth and also the impact of the demographic shift do count. Also crucial is the size of the public debt. How much public debt can be taken by the capital market? I mean, capital market can absorb how much amount of the public debt. Since we have had a high saving ratio, so we didn't have to worry about that. But now the saving is disappearing slowly. Then now central bank's monetary policy is assuming that role. Is it monetary policy for the economy, or is it the monetary policy to support public finance, as people might call fiscal dominance? No need to say political commitment is important, as well as the institution that incentivize political actors. It is especially so, given that what Japan is engaging right now is really unprecedented experiment of economic policy. We don't know the answer, what's going to happen. So although I'm skeptical, I still reserve, I can't tell what's going to happen clearly. But if we have to choose this tricky way, we should choose carefully by domestic process under the transparency and accountability secured, not in the opaque process without clearly stating the status and the chance of success to the public and say, oh, don't worry, it's going to be fine, or this is the only way we can achieve the balance of the economy and the fiscal discipline. So let me finish my presentation by casting question to you. Is Japan squarely, faithfully dealing with its public finance crisis or not? Merci beaucoup de votre attention. Honnêtement, je trouve que, vu la taille de notre dette, on aurait pu avoir 40 minutes au lieu de 20 minutes, mais bon. Alors, donc, ceci conclut la dernière présentation. Nous allons, je pense, prendre quelques questions avant d'écouter le rapport de synthèse du professeur Mathieu Conan. La traduction simultanée se termine ici, je pense. Donc, alors, si vous avez des questions aux deux orateurs anglophones, vous pouvez les poser en français et je pense qu'ils comprennent. Et puis quand ils comprendront pas, je pourrai un peu les traduire. Donc voilà, nous allons maintenant prendre les questions aussi pour les professeurs Shosha et le professeur Troianiello. Donc toutes les questions des quatre orateurs sont ouvertes maintenant. C'est trop difficile. C'est trop tard. Voilà. Ok. Oui, je vais peut-être être un peu provocateur et essayer de faire une comparaison. Donc, Étienne Farvac, professeur à l'Université de Lille, essayer de faire une synthèse finalement entre les différentes interventions. Une différence flagrante, me semble-t-il, entre le cas japonais, australien et les deux territoires qui ont été évoqués, c'est que dans les deux cas, on a des marchés financiers qui sont présents, alors que dans les territoires, on a un gouvernement qui est derrière. Donc le Japon, on a la réponse. Le Japon, enfin une partie de la réponse, c'est que le Japon ne soigne pas sa dette publique parce que pour l'instant, les marchés financiers détiennent peu de titres de la dette publique japonaise. Ce n'est pas forcément le cas de la dette publique australienne. Pour l'instant, les marchés financiers ne détiennent pas des titres de la dette publique calédonienne ou polynésienne. C'est pour l'instant la France qui assure
le background, si je puis dire. Excusez-moi, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il n'y a pas. Vous voulez répondre? Je peux dire un mot. Je dis juste un mot pour que Étienne Farvac se sente moins seul avec sa question. Il y a il y a une sorte de recul qu'on prend avec la question du financement, dans la mesure où, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre relation avec la France qui est la plus problématique. On va vous dire aussi, mais à quoi bon s'intéresser au déficit commercial de la Calédonie? Est-ce qu'on le calcule pour la Corrèze? Donc, je veux dire, les statistiques sont toujours biaisées pour les territoires français parce qu'effectivement, on a tendance à les voir comme la partie d'un tout avec une réassurance infinie. Il y a aussi une certaine prise de distance avec la responsabilité sur la dette. Et moi, j'appelle tous votre attention là-dessus. C'est une question qui est de l'ordre de la philosophie personnelle. Je dis souvent à mes étudiants, Dieu est mort, il n'y a plus de jugement dernier. Ça veut dire qu'on a le sentiment de ne pas être jugé. Donc les comportements hédonistes ou les comportements de profitabilité immédiate, de prédation, je veux dire, se multiplient dans la société parce que plus personne ne se sent comptable du tout. Et donc les politiques, ils gèrent la société comme ça, mais au fond, c'est chacun de nous qui gère la société comme ça, persuadé qu'on ne rendra des comptes à personne puisqu'on sera tous morts. Et donc ce comportement est à l'origine, je veux que chacun en ait bien conscience de l'immense déclin des sociétés occidentales. C'est-à-dire que les religions apportaient quand même une certaine régulation sociale parce que on allait être jugé à l'avenir. Aujourd'hui, je veux dire, le sentiment que le présent l'emporte sur l'avenir est le sentiment profond des Occidentaux et ils décident, même des fois sans véritablement se l'avouer, de détruire l'avenir. Donc on est dans des sociétés qui ont choisi de détruire l'avenir au profit du présent. Et je veux dire, il faut l'accepter quelque part, parce que c'est notre manière de vivre. Donc à un moment donné, la vraie question, c'est ce qu'on veut rompre avec cette manière de vivre. Et je veux dire, la réponse, elle est en chacun de nous. Parce qu'on aura tous une réponse collective. Ah ben non, c'est pas possible, on va pas laisser mourir les ours polaires et les jeunes générations, mais dans la pratique, on va tous voter pour que le présent l'emporte sur l'avenir. Voilà. So I can make a general comment about the relationship between debt and taxes. It's kind of an interesting question. You could think about the fiscal state, as perhaps developing over the last 150, 200 years in these countries. And there is a direct relationship between the financial market, the sophistication of the financial market, and the government having the trust of two categories of people, the taxpayers and the bondholders. And you need to have secure revenue from the taxes, long-term revenue, in order to finance long-term debt. And you can see the development of this fiscal state in England and in Japan. And so one reason Japan can be so successful for so long is you have this both taxpayers and bondholders in the same community, essentially. But I guess Professor Takeshi is talking about the savings ratio going down now. The population is now consuming, the older population is now starting to consume the savings. And so you perhaps are losing the balance between your taxpayers and your debt holders. And in Australia, we are heavily weighted towards, you might say, a tax state. We have never, sometimes we have had some substantial debt, but usually we do not have a lot of debt. But some countries have much more debt in relation to the taxes. I don't know if you... Bon, alors je pense que nous allons maintenant
Est-ce qu'on fait une pause ou je sais pas. Est-ce qu'on fait une pause avant Mathieu? Non, pas de pause et nous allons donc à 10 minutes. Oui. Il y a encore une question? Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Allô? Oui. Bonjour. Je voudrais vous répondre à votre question. C'est que certainement nous ne sommes pas soumis au marché international concernant la dette, mais nous avons un modèle économique très différent de celui du Japon et de l'Australie. Il y a aussi d'autres, éléments que la population de Nouvelle-Calédonie ne le ressent pas. La première, par exemple, la SLN a fait un effort considérable pour baisser son coût de production. Elle était à peu près actuellement à $10 le kilo de nickel. Alors que les usines chinoises en Indonésie, ils sont en montée de puissance, ils sont à $6 le kilo. C'est-à-dire, à terme, le modèle économique de la SLN n'est pas une question que si la France doit prêter la SLN pour sortir de l'impasse. Il s'agit de la viabilité du modèle économique. La deuxième chose, c'est les deux usines du Nord et du Sud à passer ce qu'on appelle les impermanentes de 500 et 400 milliards de chaque usine. Alors que ici, tout va bien, on vit comme si de rien était. Il faut sachant que si une usine qui valait 800 milliards et que la maison mère a dit elle vale plus 800 milliards, elle ne vale qu'aujourd'hui que 400 milliards ou 300 milliards, ça pose un réel problème. Comme le professeur l'a dit, on a confisqué notre futur. D'autre part, dans la comptabilité publique, même en Nouvelle-Calédonie, on dit qu'on n'avait pas de baisse de croissance. Mais en sachant que chaque usine, les 3 usines réunies, a perdu entre 60 et 100 milliards par an. Alors c'est une destruction de la valeur de notre économie qui n'est pas du tout comptabilisée. On disait oui, la croissance elle est de 1 ou 2%. Et la dernière chose, je voulais vous dire, c'est que le modèle économique en Nouvelle-Calédonie a été calculé sur les croissances des usines. Mais maintenant, c'est quelque chose que souvent les chefs d'entreprise, ils ne le savent pas. Mais 60 à 80% des richesses qui va être créées, qui va être captées pour financer la CAFAT et les financements sociaux. C'est-à-dire que ça donne aucune envie aux chefs d'entreprise d'aller créer de la valeur en sachant que 80% de la richesse créée va être confisquée. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur un tas de sujets, mais en sachant que la dette n'est pas le seul problème. Le problème, c'est un problème de modèle économique et que nous, on accumule tellement de choses qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de réformer le système. C'est pas une question de réformer le système fiscal. C'est avoir le courage d'affronter la réalité, les difficultés à venir. Ouais. Moi, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais je représente une méthode, ce qu'on appelle de management de McKinsey et de Harvard. Ils expliquaient que les plus grands chefs d'entreprise, une chose qui est très importante, qui enseigne aux collaborateurs, c'est la capacité à affronter les difficultés. Alors que nous, on a tous les discours que tout est beau, Madame la Marquise, tout est superbe. On ne dit jamais qu'il fallait se réformer, il fallait prendre les choses dans le bon sens. Et voilà, on n'a pas des conditions favorables, ce qu'on appelle les facteurs favorables à la réussite, ils n'y sont pas. On a un système complètement coincé. Et on n'a pas de marge de manœuvre. Actuellement, ce qui fait le gouvernement, c'est avoir à emprunter de l'argent. Il a créé des chantiers pour que quelques entreprises du BTP puissent fonctionner et ça maintient un peu le PIB de la Nouvelle-Calédonie, le PIB, mais on transforme de la dette en chiffre d'affaires. Enfin, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez voir bien le mécanisme de la perversité du système. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que moi je suis consultant et je suis aussi abonné à d'autres revues économiques. Ça me permet aussi d'avoir un recul sur ce qu'on dit ici. Croyez-moi, c'est pas le problème. Il s'arrête pas à la dette publique. C'est l'incapacité à se réformer, à pour avoir le courage pour affronter l'avenir et les difficultés qui vont se présenter à nous.